Bon, nous avons une session absolument fantastique sur la responsabilité sociale des entreprises. Pourquoi c'est fantastique? Parce que je pense que finalement le destin non seulement de l'économie mais de nos sociétés est très lié à la responsabilité sociale des entreprises et en particulier à son bras armé, les critères environnement, société, gouvernance qui sont en train de permettre d'éviter, comme le disait Albert Camus, que le monde se défasse. C'est particulièrement important aujourd'hui parce que, de façon très intéressante et tout à fait étonnante, on s'aperçoit qu'aux États-Unis, il y a actuellement un mouvement très important des conservateurs ultras, lesquels conservateurs ultras mettent leur critique la plus virulente contre la responsabilité sociale des entreprises. Pourquoi? Comment ils vont jusqu'à parler aujourd'hui de capitalisme woke? Et ça m'a rappelé ce qu'il y a très longtemps, dans les années 70, un des plus grands économistes de l'époque, qui était Milton Friedman, disait de la responsabilité sociale des entreprises. Il disait c'est du socialisme. Et il expliquait que l'entreprise se confond avec les actionnaires et que les intérêts des actionnaires et les intérêts de l'entreprise sont une seule et même chose. Et que le dirigeant d'entreprise n'est rien d'autre que l'agent, le mandataire de ses propriétaires des moyens de production, du capital, des actions. Cette conception qu'il avait de l'entreprise se doublait de l'idée que les intérêts des actionnaires convergent finalement, et probablement dans le long terme, avec les intérêts de l'entreprise, et que les intérêts de l'entreprise, donc en termes de rentabilité, se confondent à long terme avec les intérêts de la société. Il me semble que d'une certaine façon, cette vision est particulièrement limitée et je pense erronée. Et qu'il faut qu'il y ait une pression pour qu'on puisse faire converger les intérêts des actionnaires et les intérêts de l'entreprise. Il faut qu'il y ait une pression, surtout pour que les intérêts des entreprises puissent converger avec les intérêts de la société. Et cette pression, elle ne peut venir que du monde extérieur. Et alors, quel est ce monde extérieur, finalement? Bon, on peut penser à l'État, mais comme le disait quelqu'un de célèbre, l'État ne peut pas tout. Et on peut penser aussi, et je pense que c'est devenu fondamental, à la pression qu'exerce la société civile, et particulièrement la jeunesse, qui actuellement ne peut plus accepter que les entreprises se comportent de n'importe quelle façon en différentes matières, et en particulier pour le E de environnement, pour le S de société ou de sociabilité, et pour le G de gouvernance. Et c'est à quoi nous assistons, et c'est à quoi nous assisterons de plus en plus. Il faut imaginer un monde où les entreprises seront de plus en plus contraintes par la pression de la société civile et de la jeunesse pour que ces entreprises se comportent de façon vertueuse. Et ça s'oppose complètement aux conceptions que pouvait avoir un Milton Friedman, et ça s'oppose complètement aux conceptions que les ultra-conservateurs américains peuvent avoir sur ce qu'ils appellent le capitalisme woke. Friedman, lui, disait la responsabilité sociale des entreprises, c'est du socialisme. C'était un libéral ultra. Et aujourd'hui, ce que reprochent nos conservateurs ultra
américains particulièrement, c'est de faire perdre de l'argent aux actionnaires en menant des actions qui ne sont pas en accord avec la valeur actionnariale. Et la question fondamentale, finalement, est la suivante. La valeur actionnariale ne peut pas être le seul critère qui dirige les entreprises. Et il faut sortir de la contradiction entre la recherche de cette valeur actionnariale, ou la maximisation du taux de profit, si vous préférez, et la nécessaire évolution des sociétés. Et je pense que c'est le destin de nos civilisations, et je pèse mes mots, de faire évoluer les entreprises dans cette direction. Et pour ça, il faut fondamentalement que l'entreprise change, que ce ne soit plus seulement la chose des seuls actionnaires, mais de l'ensemble des parties prenantes. Et dans ces parties prenantes, il faut mettre la société et sans doute aussi la nature que l'on peut personnaliser. Bon, je vous remercie et je vais passer la parole successivement aux 6 intervenants, en commençant par ma droite extrême, qui est M. Martin Coiteux, pour 6 minutes exactement. Et attention, le chrono est là. Alors, merci. Droite extrême, peut-être en localisation, pas forcément en idée, hein, surtout pas. Et surtout pas lorsqu'on discute de responsabilité sociale d'entreprise. Je me permettrai très brièvement de revenir à Friedman tout de même, parce qu'il avait établi une critique assez importante de la responsabilité sociale de l'entreprise dans les années 70. Évidemment, on vit dans un autre monde aujourd'hui, mais il faut se rappeler un peu de la conception friedmanienne de tout cela. L'entreprise devait maximiser le profit sous contrainte, mais les contraintes que Friedman avait en tête, c'était essentiellement de respecter les lois, ça va de soi, de respecter la réglementation. Et donc, il n'y avait que l'État qui pouvait contraindre la manière à travers laquelle l'entreprise pouvait maximiser le profit. Or, comme on vient de le dire, l'État n'est pas parfait, les lois ne sont pas parfaites, la réglementation n'est jamais complète ni parfaite, surtout dans un monde d'externalité, surtout dans un monde où il y a des opinions différentes qui peuvent s'exprimer dans la société civile. Et donc, forcément, l'entreprise a été incapable, ça a été complètement irréaliste de vivre au sein des entreprises dans l'univers qui avait été défini par Friedman lui-même. Parce que les entreprises, dans les faits, ont dû apprendre à maximiser le profit, oui, mais sous de multiples contraintes. Et la contrainte d'un nombre beaucoup plus grand de parties prenantes que les seuls actionnaires. Mais jusque-là, c'était de considérer la responsabilité sociale essentiellement comme une contrainte parmi toutes les contraintes auxquelles font face les entreprises. Mais ça, c'était il y a quelques années déjà. Et depuis, on a assisté petit à petit, et peut-être avec le changement des générations, probablement que ça a été une des forces des changements qu'on a vus au sein des entreprises, la pression évidemment des parties prenantes, des consommateurs, des travailleurs, de la société civile organisée, des environnementalistes. Certaines entreprises ont pris une position de leadership à travers le temps. Et plutôt que de considérer la responsabilité sociale comme une contrainte, ils en ont fait un vecteur important, un pôle important de leur stratégie d'entreprise à long terme. Et donc, on a vu apparaître petit à petit des nouveaux critères que les entreprises voulaient absolument satisfaire. On a vu des objectifs qui ont été énoncés qui devaient être atteints en termes d'objectifs environnementaux ou des objectifs sociaux. Mais lorsqu'on est une entreprise et qu'on se donne des critères, lorsqu'on se donne des objectifs, bien, il faut qu'on soit capable de les mesurer. Et c'est là, petit à petit, qu'on en est arrivé à parler d'un concept qui est très étroitement associé à la responsabilité sociale de l'entreprise, mais qui est néanmoins un peu différent, qui est celle des critères ESG, dont on vient tout juste de parler. Et c'est un peu la transposition en quantitatif d'objectifs qui autrement serait resté davantage flou.
Alors, il y a des critères ESG désormais qui font l'objet de mesures, qui font l'objet évidemment d'une attention particulière de la part des parties prenantes. Un petit bémol, cependant, lorsqu'on mesure quelque chose, on ne mesure pas quelque chose d'autre. Donc, il y a des choix qui sont faits quant à ce qu'on va mesurer. C'est souvent en fonction des données qui sont disponibles, de la facilité aussi d'assembler un concept mesurable qui va dicter les choix d'objectifs et les choix de critères. Il faut quand même faire un peu attention parce qu'on peut laisser de côté une série d'objectifs qui sont valables, qui sont très, très, très importants également, mais qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer. Donc, il ne faut pas se cacher derrière la mesure et dire qu'on n'a pas atteint d'autres objectifs qui sont pertinents. Mais à l'inverse, évidemment, il peut être tentant de mesurer de manière très floue ou de définir de manière très floue et de se réclamer d'objectifs ESG qui sont difficilement vérifiables dans les faits. Et il y a là un débat très, très, très important qui est en train de naître à l'égard de ce qu'on appelait à une autre époque le greenwashing. Bien, il y a aussi aujourd'hui une critique qui commence à s'amorcer contre le ESG washing. Et donc, il faut porter une attention très particulière à cela. Lorsqu'une entreprise dit qu'elle va atteindre des objectifs et qu'elle mesure les objectifs, il faut qu'elle livre la marchandise. Autrement, il y a un risque très, très, très important d'atteinte à sa réputation. Est-ce qu'il me reste encore? Je vois mal le temps. J'ai encore quelques minutes? En 1 minute. Le plus important. Ce qui m'apparaît le plus important, après tout, je suis à la Caisse de dépôt la Caisse de dépôt et placement du Québec. On est un investisseur. C'est l'arrivée en force des investisseurs comme force de changement social. Très important. L'investisseur est la source du capital. L'investisseur est donc soit actionnaire, soit prêteur, mais ultimement la direction du capital, le volume du capital. Si les investisseurs se mettent à utiliser des critères ESG, c'est un puissant vecteur de changement dans nos sociétés. Je suis assez fier de m'inscrire dans cette voie-là à l'intérieur de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Je vous dirais qu'on a beaucoup progressé du côté des critères environnementaux au cours des dernières années. On a réduit l'empreinte carbone de notre portefeuille, mais surtout ce qui est en train d'arriver, et c'est vrai aussi pour les facteurs équité, diversité, inclusion, où on a des critères mesurables, ce qui est en train d'arriver, ce n'est pas seulement l'œuvre d'un investisseur, ce sont de grands investisseurs institutionnels qui sont en train de s'associer entre eux et qui choisissent leurs partenaires d'investissement, pas seulement les actifs qu'ils vont détenir, en fonction de manière très importante de critères ESG. Alors, il y a des raisons d'être optimiste, on s'en va dans la bonne direction. Il faut quand même prêter attention au fait, porter attention au fait que la société surveille l'atteinte des objectifs, elle surveille la vérité des faits, et donc il va falloir non seulement mesurer, mais il va falloir aussi livrer. Merci. Bien, je vous donne maintenant la parole à Marlène Dolvec, qui est directrice générale de Gares et Connexions SNCF. Bien, merci, merci Pierre. Alors pour préparer, moi j'ai repris la définition de la RSE. C'est l'intégration volontaire des préoccupations sociales et environnementales. Et moi j'ai vraiment envie d'insister sur l'intégration volontaire, sur le volontarisme, dans le fait que c'est vraiment cette action d'agir. Alors c'est vrai qu'on est loin de Friedman, de la maximisation du profit, mais moi je suis convaincue que l'intérêt général, en tout cas que ce n'est pas hypocrite d'agir pour le bien commun, que l'intérêt général est extrêmement important dans notre société. J'en suis convaincue pour 2 raisons. D'abord, il y a un momentum, c'est très clair, c'est en haut de l'agenda, urgence territoriale, urgence écologique. Et enfin, il y a un consensus, on est tous là réunis, on est tous d'accord, il y a eu les accords du GIEC, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut agir, y compris les actionnaires, et c'est d'ailleurs ce sur quoi on échangeait en introduction de ce propos. Donc il faut agir pour le climat, il faut agir pour les territoires, il faut agir pour les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, dans le groupe SNCF, ce sont nos lignes de force. Urgence territoriale et climatique, c'est d'ailleurs pas pour rien qu'on a maintenant un ministère de la planification écologique et de la cohésion des territoires. Alors qu'on est patronne des gares, qu'on est patronne des 3000 gares françaises, 10 millions de visiteurs qui passent tous les jours dans nos gares, et bien comment agir? D'abord pour le climat,
Les gares, elles sont à l'intersection de deux secteurs d'activité, à la fois la mobilité et l'infrastructure, le bâtiment. Eh bien, la mobilité, les gares, l'objectif d'une gare, c'est de prendre le train. Eh bien, nous souhaitons donner envie de gare pour donner envie de prendre le train, parce que le train, c'est le moyen de transport le plus décarboné. Jean-Pierre Farandou encourage le fer contre le carbone, voudrait à cette vision incroyable de doubler la part modale du ferroviaire avec un report modal très fort de la voiture vers le train. Ça, c'est le cœur mobilité finalement de ce que sont les gares, d'encourager le train. Ensuite, notre métier cœur, c'est de faire du bâtiment. Et là, encore une fois, sur le bâtiment, on a beaucoup d'enjeux. On a des enjeux énergétiques. Quel est notre impact énergétique? Et là encore, c'est sobriété, réduire notre consommation d'énergie, sortir des énergies fossiles, et puis le mix énergétique, ce fameux rapport RTE que nous avons tous lu, qui nous amène là aussi à pousser le fait de créer des énergies renouvelables. Et pour Gares et Connexions, c'est plus de 1 million de mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui seront sur nos gares françaises dans les 10 ans à venir. C'est aussi l'éco-conception, c'est l'éco-rénovation, c'est les déchets. Je ne vais pas faire la litanie de nos actions, mais en tout cas, pour le climat, nous agissons. Après le climat, les territoires. Les gares, 3000 gares, 3000 communes, toute la France, dans nos gares françaises. Et nous, pour nous, il n'y a pas les grandes gares qu'on peut connaître, c'est toutes les gares françaises qui comptent pour SNCF Gares et Connexions et plus globalement pour le groupe SNCF. Et là, encore une fois, on agit. On agit à vouloir rendre nos gares plus servicielles, avec du coworking, demain des bornes de recharge de voitures électriques devant nos gares, des bornes de télémédecine. C'est vraiment cette vision d'une gare plus servicielle. On agit aussi pour la culture, avec plus de 200 expositions par an dans nos gares françaises. Là aussi, la démocratisation de la culture, c'est quelque part aussi lutter contre l'archipel, faire amener sur tous les territoires la culture par le biais de nos gares qui maillent le territoire national. Et tous ceux qui sont venus en train, d'ailleurs tous, j'imagine, vous avez dû voir à la gare d'Aix la magnifique exposition issue du Festival de la Roque d'Antero. Alors après le climat, les territoires, les hommes et les femmes, bien sûr, les hommes et les femmes. D'abord nos clients. Et bien pour nos clients, en matière de social, on souhaite que nos gares soient accessibles. 727 gares remises en accessibilité. Donc, c'est des vrais enjeux. Pour les hommes et les femmes, c'est pareil. Pour les hommes et les femmes de l'entreprise, alors je vois qu'il nous reste 1 minute. Pour les hommes et les femmes de l'entreprise, 7,97% de personnes handicapées. J'en arrête là parce que je veux conclure. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment qu'il faut agir. Et agir, je le disais en introduction, c'est un certain volontarisme. Il faut qu'on agisse collectivement. Mais c'est aussi de la coopération. Et c'est pour ça que moi, je suis ravie qu'on soit tous à Aix aujourd'hui réunis. On est très loin du dilemme du prisonnier où chaque acteur agirait seul. Ce qui compte, c'est une coopération tous ensemble pour agir pour ces enjeux qui sont ces enjeux d'entreprise socialement responsables, pour transformer le monde, qui est finalement la thématique de ce cercle des économistes à Aix. Donc ma conviction, c'est volontarisme et coopération pour ensemble agir pour nos entreprises socialement responsables. Je vois que c'est stop, 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 c'est ça, merci beaucoup. Merci infiniment. Et je vais donner la parole à Virginie Chauvin, qui est associée à Mazars en France. Merci Pierre. Donc, chez Mazars, un cabinet de conseil et d'audit, à la sortie de la crise, on a voulu interroger des Français pour voir quelles étaient leurs attentes par rapport aux entreprises. Puisque en tant que cabinet d'audit, on revient à nos sources. Auditer, c'est écouter. Donc on est allé écouter les Français avec un institut de sondage et on en a sorti 4 renseignements. Le premier, c'est un message d'optimisme pour les entreprises, mais c'est aussi une certaine pression pour les entreprises. C'est que 81% des personnes interrogées considèrent que les entreprises peuvent changer positivement les choses. Donc il y a une forte attente et les entreprises arrivent en 2e place, juste après les citoyens et avant l'État.
Le deuxième enseignement qu'on en a tiré, c'est un portrait robot de l'entreprise qui gagnera la confiance des Français. Alors, 5 valeurs permettent d'établir ce portrait robot: la bienveillance, la responsabilité, la solidarité, la transparence et l'honnêteté. Alors, je les regrouperai en 2 paquets. Le premier paquet, bienveillance, responsabilité, solidarité, ce sont des valeurs d'inclusion et c'est un appel à l'inclusion des entreprises. Donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a une attente pour que les entreprises participent plus à leur écosystème et plus d'impact. Et il y a un vrai rôle à jouer, notamment avec le monde associatif, qui lui aussi joue un rôle, et c'est ensemble qu'on peut aller plus loin, puisque en entreprise, et nous faisons, nous, par exemple, chez Mazars, nous faisons pas mal de missions d'apport de compétences. On travaille avec des associations auxquelles on apporte les compétences de nos collaborateurs pour les aider. Et c'est comme ça que nous organisons ce que nous appelons le Mazars Day. Chacun des collaborateurs peut bénéficier d'une journée pour aller aider une association, et on fait ça tout au long de l'année. On le fait aussi en équipe, et nous, au sein du COMEX, nous l'avons fait tous ensemble pour pouvoir aider une association. Le deuxième paquet de valeurs, donc l'honnêteté et la transparence, là, c'est des valeurs plus d'éthique. Et c'est en fait, ça fait écho au greenwashing, à l'ESG washing dont on parle maintenant. Ça signifie quoi? Ça signifie que non seulement il faut des actions concrètes, mais il faut que ces actions concrètes soient mises en avant, mais soient fiabilisées quelque part. Puisque effectivement, il y a des doutes qui se sont mis dans un certain nombre de têtes sur finalement, est-ce que réellement derrière tout ça, il y a quelque chose? Un moyen d'y répondre, et je sais qu'il est très compliqué pour les entreprises, c'est assez lourd, c'est la réglementation qui va quand même inciter à donner des informations plus comparables entre les entreprises. Alors, on le connaît dans le monde financier depuis très longtemps. Maintenant, c'est un appel sur le monde, sur le reste, sur l'extra-financier. C'est notamment les textes autour de la CSRD, de la taxonomie, qui vont permettre d'avoir des éléments de communication pour fiabiliser et gagner en confiance. Le troisième enseignement de cette étude, c'est que les entreprises sont jugées tout à fait aptes à favoriser l'intérêt général et que c'est une priorité. Et donc 88% des personnes interrogées considèrent qu'on peut concilier le profit financier et l'intérêt général. Donc ça, c'est un élément extrêmement important également, puisqu'on a beaucoup heurté les deux en disant si on fait l'un, c'est au détriment de l'autre. Il y a quand même 88% des personnes interrogées qui pensent que non, ça peut être concilié. Ça signifie pour les entreprises une transformation des business models pour intégrer les notions de RSE dans chacun des process de décision. On avait historiquement une direction de la RSE et une entreprise qui vivait sa vie. Aujourd'hui, on voit que c'est de moins en moins le cas et que ça sera de moins en moins avec ces notions de RSE intégrées dans les process de décision. Par exemple, nous, quand on part en convention maintenant, la question qui se pose, c'est combien ça va coûter, mais c'est aussi combien ça va coûter en carbone. Quel va être le bilan carbone de chacun de nos collaborateurs quand on les fait voyager? Et la décision qui est prise in fine, elle est prise avec un arbitrage entre les deux. C'est le meilleur arbitrage entre les deux qui peut conduire aux décisions. C'est un exemple, et ça signifie aussi qu'on s'inscrit dans un temps plus long dans nos process de décision. Et le quatrième et dernier enseignement de cette étude, c'est que les Français aspirent à une profonde transformation de l'organisation du travail. Alors, en sortie de confinement, ce n'était pas très étonnant. Il y a eu une réponse très partagée autour du télétravail, de la flexibilité, de l'agilité qui sont appelées du vœu d'un bon nombre. Mais pour que tout ceci fonctionne et que tout ceci fonctionne dans la durée, c'est bien la culture managériale qui est en jeu et c'est un changement sur la culture managériale qui est souhaité, avec des raisonnements qui vont être un peu différents. Donc on voit qu'on a une porosité beaucoup plus forte aujourd'hui entre le personnel et le professionnel, puisque les lieux de vie notamment sont confondus. Et ça veut dire que là, on a un rôle aussi pour guider, et notamment pour guider les plus jeunes. Nous, on a une population, la moyenne d'âge est de 29 ans. Donc on se doit de les guider dans leurs premières expériences dans le monde du travail. Et donc pour les guider, c'est aussi mettre des limites. Donc par exemple, on a organisé il y a quelques mois le mois de la tranquillité. Alors la tranquillité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait empêché des envois de mails intempestifs à tout le monde sur tous les sujets, qu'on avait un peu trop tendance à le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas simplement été un coup d'un mois et puis après on revient avec nos bonnes vieilles habitudes, mais c'est plutôt l'idée de transformer notre façon de faire et ça a fait réfléchir et ça a construit des nouveaux modes de communication, des communications plus rassemblées, moins systématiques et maintenant on se pose la question. Donc voilà, ça c'est durable et ça s'inscrit dans un mouvement.
J'en finirai sur le dernier élément, le partage de la valeur, qui est un sujet complexe et qui reste à travailler pour que tout le monde s'y retrouve. Et donc, en conclusion, l'appel qui est fait au travers de cette étude et ce qu'on peut voir actuellement, c'est qu'on devienne tous bilingues, financiers, non financiers, là où on parlait quasi uniquement le financier précédemment. Merci. La bilangue. Très bien. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur Thierry Martel, qui est directeur général de Groupama. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis très loin, évidemment, des approches de Milton Friedman telles qu'elles ont été évoquées au début, puisqu'en tant que dirigeant d'un groupe mutualiste, on a une approche du capital extrêmement différente, même si on opère sur des marchés concurrentiels et qu'on y est quelque part soumis. Comme vous le savez peut-être, une entreprise mutualiste n'a pas vocation à rémunérer des actionnaires ou des apporteurs de capitaux. Il n'y a pas de capital au départ. Le capital dans une entreprise mutualiste, ce n'est pas un point de départ, c'est un point d'arrivée. C'est des résultats qui ont été accumulés au fil du temps. Dit autrement, dans une entreprise mutualiste, le capital est un bien commun, une épargne commune qui est mise à disposition de la collectivité pour investir et innover afin de pérenniser l'organisation et ses services. Ça tire en réalité deux conséquences très importantes. La première, c'est que la valeur créée est répartie en fait entre d'une part ses clients qui sont également ses sociétaires, qui sont impliqués dans la gouvernance et qui donc sont garants du meilleur rapport qualité-prix, et d'autre part les salariés. Et comme ce sont des entreprises qui sont fondées sur l'humain, on a généralement un modèle social plutôt généreux, plutôt favorable, disons, et on vise d'abord et avant tout un rôle d'employeur responsable en attachant une très grande importance à l'engagement de nos collaborateurs. La deuxième conséquence importante, c'est que la valeur créée répond à une raison d'être qui est une mission bien précise et qui, quelque part, est fondatrice de la mutuelle. Une mutuelle, ce sont des gens qui se mettent ensemble autour d'un objectif déterminé. C'est une approche qui est totalement bottom-up et pas du tout top-down. Et cet ADN bottom-up nous oblige de facto, depuis toujours, à rendre des comptes sur notre responsabilité sociale, que ce soit en matière de solidarité ou d'impact. Mais il faut être objectif. Dans la réalité concrète, cette responsabilité sociétale se heurte en fait à deux écueils importants et qui ne nous sont d'ailleurs pas propres. Le premier écueil, et vous l'imaginez, c'est les conflits qui peuvent exister entre les bénéfices sociétaux recherchés par notre raison d'être et un certain nombre de facteurs sociétaux périphériques. Si je prends l'exemple de Groupama, on a une raison d'être qui s'énonce de la manière suivante. Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Pour cela, nous sommes fondés sur des communautés d'entraide humaines, proches et responsables. C'est une raison d'être qui est à très large spectre, qui est très engageante, mais qui ne peut malgré tout englober tous les enjeux. Et il y a forcément un certain nombre d'angles morts dans notre périmètre d'observation. Je vais prendre deux exemples. La manière dont on investit nos actifs, qui ne sont pas directement dans la raison d'être, ou plus concrètement, pour être plus terre à terre, la manière dont nous réparons nos sinistres. Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on répare? Est-ce qu'on prend des pièces de réemploi? C'est l'ensemble de ces facteurs qu'il faut désormais intégrer pour avoir une RSE ambitieuse. Le deuxième écueil sur lequel on se heurte souvent, c'est que nous opérons sur des marchés concurrentiels et un marché concurrentiel a ses propres lois. Ainsi, les sociétaires ne peuvent surpayer les engagements sociétaux de l'entreprise dès lors qu'il y a un principe de réalité économique qui s'impose à eux comme à nous. Dès lors, je pense vraiment que la seule bonne volonté des acteurs ne peut suffire et que des mécanismes de régulation apparaissent comme indispensables en mixant à la fois d'ailleurs des dispositions contraignantes et des dispositions incitatives, la carotte et le bâton, si j'ose dire. En fait, et j'en suis convaincu, l'objectif de la régulation ne doit pas être malthusien, il doit au contraire stimuler l'innovation. De plus, cette régulation doit rechercher en permanence le meilleur compromis entre le possible et le souhaitable en fixant des horizons de temps. Car n'oublions jamais, et je crois que c'est fondamental, que l'objectif de toute entreprise et du système capitaliste dans son ensemble est de pérenniser son existence par de la croissance économiquement réaliste. Sans perspective de croissance, le modèle perd son moteur de motivation, je dirais même perd son équilibre, bat de l'aile, tant sur le plan économique que sur le plan social. Cela étant dit, soyons clairs, dans mon esprit
Il n'y a aucun doute, il n'y a pas de développement durable sans environnement durable. D'ailleurs, ce n'est pas une idée neuve, puisqu'Henry Ford disait déjà en 1920 « L'entreprise doit faire des profits, sinon elle mourra. Mais si on tente de faire fonctionner une entreprise uniquement sur le profit, alors elle mourra aussi, car elle n'aura plus de raison d'être. » Autrement dit, soyons clairs, régulation et entrepreneuriat ne doivent pas s'envisager comme antagonistes, mais plutôt, je dirais, comme moralement quasi contractuels. Il ne faut pas non plus oublier la dimension opérationnelle, car combien de grands principes, en réalité, se fracassent sur la difficulté de leur mise en œuvre. On en a actuellement, d'ailleurs, une parfaite illustration avec le charbon. C'est ainsi qu'en réalité, 3 facteurs limitants, malheureusement classiques, doivent être soulignés quand on parle de responsabilité sociale. La première, c'est notre incapacité à regarder les processus de bout en bout. La deuxième chose, c'est l'urgence à régler les problèmes de court terme en faisant confiance à l'avenir pour régler les problèmes qu'il pose à long terme, selon un adage qui dit « il n'y a pas de problème que les Américains ne savent pas résoudre dès lors qu'ils deviennent rentables ». Et puis, la troisième chose, c'est une vision atomistique et non globale des problèmes et des comportements. Un geste qui est acceptable à l'échelle de l'individu ne l'est plus quand il est multiplié par des milliards. Et je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue que la majeure partie des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ne sont que la conséquence de la résolution des problèmes apportés, enfin, la résolution de problèmes d'hier. Il faut donc essayer de trouver un chemin d'équilibre entre le progrès technique, le développement, le profit, la soutenabilité et l'acceptation sociale. Quand une entreprise produit des externalités négatives, c'est rarement par vocation ou par plaisir. On habite tous sur la même planète. Ces effets négatifs sont en réalité le sous-produit. Ce sont le sous-produit de biens et de services utiles, voire indispensables, et je pense par exemple à l'agriculture, à laquelle nous sommes particulièrement attachés. Il ne s'agit pas de se défiler devant nos responsabilités. Le rôle des entreprises est bien de minimiser leur impact. Et puisque je vois que le temps file, je voudrais juste terminer sur cette citation de Saint-Exupéry, à laquelle nous sommes, nous, en tant que groupe d'origine agricole, très attachés. Saint-Exupéry disait « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». Je crois que c'est une formule qui doit nous faire réfléchir. Et maintenant, la parole est à M. Enrique Martinez de la FNAC Darty. Merci. C'est le risque de passer une des dernières. On a presque plus de temps. Voilà, économie circulaire. Donc évidemment, je pense qu'on est choisi parce qu'on y croit que les sociétés sont responsables, donc pas nécessaire de le dire. Et aussi parce qu'on a progressé beaucoup ces dernières années sous contrainte de tout type de législation, aussi de nos équipes. On a appris à mieux mesurer les impacts extra-financiers de nos entreprises, avec une société comme la FNAC Darty, avec 25 000 collaborateurs, 1 million de mètres carrés de surface commerciale, des centaines de millions de produits qui transitent de toute la partie du monde chez vos foyers, des 2 millions de produits qu'on répare. Donc, on a appris énormément des choses qu'on ne savait pas, on ne savait pas répondre. Et ça, c'est les débuts de pouvoir s'améliorer. C'est qu'aujourd'hui, on a à notre disposition des outils pour mesurer et on peut s'engager sur une trajectoire affirmée, pas seulement sur la décarbonation, mais aussi vers une entreprise plus responsable et socialement plus 360 sur la capacité qu'il y a à avoir sur l'empreinte sociale. Ça, c'est très bien, je pense que c'est dit et parfait. Après, il ne faut pas s'abstraire. Chacun d'entre nous est dans des secteurs d'activité différents et chacun vient avec son bagage. Nous, on vient d'un secteur de la distribution, du retail, de la consommation, qui est en énorme transformation et qui n'est pas fini. Et sans parler du Covid, vous imaginez que le Covid, ça a quelque part mis un peu des pressions additionnelles à notre modèle, mais on vient des 20 ans des digitalisations, des numérisations de notre modèle économique. Et ça a mis une pression énorme économique et sociale qui est loin d'être finie. Et le retail, il va probablement être encore un des secteurs en transformation profonde dans les futurs. Donc la contradiction de tout ça, c'est qu'on doit aussi faire partie de ces mouvements des transformations et des responsabilités, au même temps que nos secteurs d'activité n'est pas les plus rentables, ni les plus flamboyants, ni celles qui attirent plus d'investisseurs au monde. Donc on fait partie plutôt de le dark side of the economy, mais on est une partie de l'économie qui est très utile. Donc comment nous avons regardé ces deux aspects en sortant du Covid? Et on a heureusement bien sorti
de cette période difficile. On a décidé de mettre les contraintes de la transformation écologique et la responsabilité au cœur même de la société. Et on a décidé de faire la raison d'être de notre groupe, c'est être un acteur actif, responsable et au-delà de nos obligations pour accompagner la consommation responsable et baisser l'empreinte carbone de nos consommateurs. Donc on a décidé et on a appelé nos raisons d'être et être un choix engagé, accompagné avec un choix éclairé sur une transition écologique et responsable. Et ça veut dire quoi? Très simplement, 80% de l'impact carbone pour lequel on peut être co-responsable, ils ne dépendent pas de comment je gère mes transports, la lumière dans mes magasins ou la voiture de nos chauffeurs. C'est la manière dont vous allez utiliser les produits chez vous. Et pour combien de temps ces produits ils vont être en condition de fonctionner d'une manière qui vous donne satisfaction et qui vous rend la vie utile. Donc on aurait pu très bien, et ça c'est un peu la limite de tous ces modèles d'évaluation extra-financière qui comparent tout ce qui n'est pas comparable, on aurait pu simplement être content de réduire l'impact carbone 1 et 2, on fait 50% en 2030, on aurait pu dire la parité, des choses qui sont tout à fait banales aujourd'hui, pour lesquelles on aurait pu se comparer, on aurait mis les moyens là, et on aurait été champion. Bah, finalement, ça aurait été énormément contradictoire avec l'intérêt sociétal, parce que tous les moyens qu'on peut mettre dans le scope 3 qui n'est pas mesuré, il va avoir un impact infiniment plus important. Donc voilà, un des éléments à comprendre bien, c'est qu'aujourd'hui, on est loin d'avoir appris à mesurer bien les impacts des sociétés, et ces critères extra-financiers sont pour l'instant très limités, vous l'avez dit. Est-ce qu'on ne mesure pas, on mesure, et est-ce qu'on ne mesure pas? Je pense qu'on est typiquement dans ces sujets. Donc voilà, nous, on s'est engagé sous cette transformation. Ça veut dire qu'on va devoir encore une fois mettre à risque nos modèles économiques, parce que potentiellement, on pourrait vendre moins des produits, parce qu'on va les réparer plus. Pour les faire, rien n'est simple, et particulièrement parce qu'aujourd'hui, et il y avait tout à l'heure un atelier hyper intéressant sur le marché du travail. Aujourd'hui, on n'a pas les compétences. La société n'a pas créé les compétences pour la transition ni digitale ni écologique. Et donc ça, c'est un énorme défi qu'on ne pourra pas faire toute seule, même si nous, on va former à peu près 1000 techniciens pour réparer les produits avec une école qu'on a créée. Mais ça, c'est un goutte d'eau dans tout ce que la société doit créer dans les prochaines années pour accompagner ces transitions écologiques et digitales. Et pour finir, je pense qu'il y a des réflexions à faire, effectivement, comment des secteurs d'activité qui ne sont pas les plus rentables et pas les plus margeux, ils vont pouvoir aussi contribuer. Il y a un élément essentiel, c'est rendre des éléments des comparaisons et des compétitivités identiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se faire confronter avec d'autres groupes, d'autres sociétés qui ne sont pas les mêmes critères ni pas les mêmes obligations. Ça, c'est impossible, parce qu'on mettra à risque l'intérêt de la société, on mettra à risque même l'existence de la société. Donc et ça, on compte beaucoup avec les législateurs pour rendre les terrains de jeu les plus équitables possibles. Et puis, le deuxième élément pour lequel moi, personnellement, je suis assez suspicieux, c'est est-ce qu'on rentre a priori dans un cycle des récessions, ou en tout cas des ralentissements de l'économie? Comment la trajectoire des décarbonations qu'on avait démarré avec une période de croissance, il va survivre à cette période des crises économiques? Est-ce qu'on va rester tous aussi dynamisés? Et est-ce que les actionnaires qui nous ont poussés à avancer dans ces critères RSE, ils vont accepter les prix qu'il faut payer pour les faire? Merci. Merci beaucoup. Et enfin, je donne la parole à Virginie Morgon, qui est directrice générale d'Euraseo. Bonsoir à tous, bon après-midi. Donc Euraséo, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça fera un bon lien avec la question d'Enrique, puisque Euraséo est un investisseur, donc actionnaire de très nombreuses entreprises en France et en Europe. Et donc si Enrique travaillait avec un actionnaire comme Euraséo, la réponse à sa toute dernière question, mais il n'en a pas besoin, il est une société cotée, la réponse à sa question serait tout simplement oui.
Bravo. Oui, bravo. Maintenant, je vais vous donner des faits et des démonstrations de ces engagements plutôt que des grandes envolées lyriques. Pour apporter un éclairage un peu complémentaire à tout ce qui a été dit cet après-midi, pour moi, l'engagement d'Euraseo, il a été la rencontre d'une prise de conscience et de conviction. La prise de confiance qui remonte à pas mal d'années, plus de 15 ans, c'est la gravité de la situation dans laquelle nous sommes au niveau du climat. Les publications récentes du GIEC, on a l'impression que personne ne les regarde plus. On a 3 ans pour stabiliser la situation et 8 ans pour réduire de 45% les émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut démarrer immédiatement. Deuxième conscience, c'est la précarité, la très grande fracture sociale, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et enfin, une lenteur terrible de toutes nos organisations, y compris celles qui sont extrêmement convaincues. Ça, c'est la prise de conscience. Et en face de ça, vous avez les convictions. Alors, il y a une chose qui est très certaine, c'est que je suis une femme de conviction. Et je pense que quand vous lisez, sans être café du commerce, de très nombreuses études, vous savez depuis très longtemps que nous sommes bien meilleurs en dirigeant en étant diverses, aussi bien en genre qu'en origine sociale, qu'en milieu culturel. Nous prenons de bien meilleures décisions à plusieurs et notre performance opérationnelle, quels que soient nos métiers, est bien meilleure. Deuxième conviction, c'est que les leaders qui avanceront à un pas beaucoup plus soutenu dans cette bataille climatique et contre les inégalités sociales seront les grands gagnants dans les années à venir. Donc quand on met en face conviction et conscience, Euraseo, qui a en fait une particularité par rapport à certaines entreprises qui sont représentées ici, c'est que nous pouvons choisir les secteurs dans lesquels nous allons, puisque nous investissons derrière des entreprises et tous les 5-6 ans, on peut complètement modifier ce qu'est un Euraseo à un instant T. Et aujourd'hui, après 10 ans de conviction et de prise de conscience, vous nous voyez avec un équilibre d'investissement qui évoluera bien sûr, mais où 80% des investissements d'Euraseo se font derrière des entreprises que j'appelle for transition, qu'on accompagne dans leur développement et leur déploiement climatique et de diversité, beaucoup par un cadre scientifique. On prône beaucoup les trajectoires SBTI, l'encadrement et la mesure permanente des équilibres liés à la diversité, à l'inclusion et la mesure de la meilleure performance. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est à peu près 20% aujourd'hui de nos investissements, et ce n'est pas encore suffisant, mais 20% sont for solution. Ça veut dire que ce sont des entreprises qui directement contribuent à la trajectoire carbone au 1,5 ou contribuent à une meilleure inclusion. À peu près 1,5 milliard sont investis dans des business d'économie circulaire comme Back Market, pour en citer un, ou Vestiaire Collective, pour en citer un deuxième. Et à peu près 2,5 milliards sont investis dans des entreprises qui sont dans la biotech, dans la santé, qui donnent un meilleur accès à une meilleure qualité de vie, prolonger la durée de vie, meilleur accès à la santé au plus grand nombre. Et je pense que ce 80-20, qui est une résultante, parce que vous mettez beaucoup de temps à transformer une entreprise, est-ce qu'idéalement, je voudrais un 60-40, un 60 for transition et un 40 for solution? Je ne sais pas encore. Ce que je sais, c'est que le plus gros impact pour aller chercher un impact carbone et un impact bien meilleur d'un point de vue diversité et inclusion, en fait, il faut investir derrière de la transition. Et n'investir que derrière des articles 9, pour parler avec ce qui est connu et compris en Europe aujourd'hui, c'est-à-dire des produits ou des entreprises qui sont for solution, c'est très très loin d'être suffisant aujourd'hui. Non, te baisse pas, Enrique. Et donc, on a besoin de faire l'ensemble. Nous ne sommes pas nés dans des énergies plus difficiles, type oil and gas, donc vous ne verrez pas un Euraseo investir dans du oil and gas, mais vous verrez Euraseo investir derrière de la transition énergétique ou de la transition digitale, avec des fonds qui s'appellent Smart City, qui s'appellent Maritime, et qui financent la transition des flottes de bateaux ou la transition des villes vers des économies plus modernes et moins consommatrices.
Ça, c'est ma conviction profonde. Et pour réagir sur certains points qui ont été faits tout à l'heure, pour les entreprises qui ont le choix de le faire, l'entreprise est un acteur beaucoup plus mobile, beaucoup plus rapide. Et contrairement à ce que peut-être pensait M. Milton Friedman à une certaine époque ou les wokistes d'aujourd'hui, toutes les démonstrations sont faites à tous les niveaux pour l'ensemble des stakeholders de la création de valeur embarquée, financière et extra-financière. Et je ne crois pas qu'il y aura de retour en arrière. Je pense qu'il peut y avoir des phases de consolidation et de stabilisation, notamment en phase de récession. Et en Europe, il n'y aura pas de retour en arrière. Les investissements seront faits. Et l'ensemble des parties prenantes, des salariés aux investisseurs et aux acteurs de cette transformation sont bien engagés pour le faire. Merci. Merci. Et je souhaite bien entendu que vous ayez raison. Pour engager le débat entre nous, je voudrais poser cette question, double d'ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'en laissant l'essentiel des pouvoirs dans l'entreprise aux seuls actionnaires, il est possible d'atteindre les objectifs de la RSE, ou est-ce qu'il faut changer cette forme de capitalisme pour un capitalisme des parties prenantes? Et dans ce cas, de quelles parties prenantes s'agit-il? Alors, qui veut répondre sur ce... Je peux commencer, mais... Oui, allez-y, allez-y. C'est pas la réponse définitive. Hein. La réponse, c'est non. On ne peut pas compter que sur les seules entreprises. La démocratie, c'est plus grand que ça, bien entendu. Donc, quand on dit que les lois sont imparfaites, quand on dit que la réglementation est imparfaite, ça ne veut pas dire que les États n'ont pas un rôle important à jouer. Et si on parle de la transition énergétique, si on parle de la nécessité d'accélérer le passage aux énergies renouvelables, ce ne sont pas que des investissements privés, ce sont beaucoup également des investissements publics. Et donc, il faut s'appuyer les uns les autres pour y arriver. Donc, c'est de poursuivre au-delà d'où on est déjà rendu aujourd'hui. On est parti avec une idée où c'était les actionnaires qui respectaient les lois. On s'est aperçu qu'il fallait tenir compte des consommateurs, des groupes d'intérêt, des environnementalistes, des fournisseurs. Et on s'aperçoit aujourd'hui que tout ça doit être recombiné ensemble. Mais ils n'ont pas de pouvoir dans l'entreprise. Et je vous trouve bien dur avec... Allez-y, avec les actionnaires. Je vous trouve très dur avec les actionnaires. Je considère que, d'abord, en l'occurrence, en Europe, les actionnaires sont les premiers à pousser pour que les entreprises soient plus socialement responsables et engagées. Beaucoup d'entreprises sont devenues B Corp ou ont déclaré leur mission statement. De très nombreuses entreprises ont passé en Assemblée générale des résolutions qu'elles n'avaient pas besoin de passer sur des engagements liés à leur cœur d'activité qui allaient dans la voie de l'ESG. Toutes ces résolutions ont été votées à 99,8% pour la plupart. L'actionnaire a un pouvoir, mais il n'est pas aussi important que celui que vous mentionnez. L'actionnaire, dans le droit anglo-saxon aux États-Unis et en Angleterre, a un droit beaucoup plus important. En France notamment, les sociétés françaises, le management, les employés ont un rôle et un pouvoir très significatif pour emmener l'entreprise en financier et en extra-financier vers de la conquête de succès avec le plein soutien des actionnaires. Oui, très bien. Toujours. Ils ont voulu absolument vous empêcher de parler. C'est un complot. Hein. La censure. Nous, on a eu une discussion tout à l'heure avant de rentrer sur scène sur est-ce que nous, on croyait effectivement que la société toute seule pourrait être responsable ou il fallait les mettre contre 30. Je pense qu'on a tous compris qu'avec contre 30, on y va beaucoup plus vite. Et ça, évidemment, et on va tous en même timing. Est-ce que ça rend les choses égales? Donc aujourd'hui, c'est nécessaire. Mais moi, j'étais celle qui disait que la performance à terme et les actionnaires qu'on prend d'aujourd'hui, il n'est pas incompatible. Et d'ailleurs, il est nécessaire la responsabilité pour garantir la performance à terme de la société. Et c'est ça qu'il faut démontrer avec des chiffres, comme on disait. Il faut, au-delà des mots, il faut faire comprendre qu'une société qui aujourd'hui n'est pas responsable, il n'aura pas accès tout de suite au marché des capitaux, ça c'est presque fait, mais aussi au talent des équipes, parce que les équipes, ils nous poussent énormément.
Et surtout les jeunes, ils sont très exigeants sur comment nous, on se projette dans ces nouvelles sociétés et ils sont très exigeants des actions qu'on pousse aujourd'hui. Et si vous n'avez pas les capitaux et vous n'avez pas d'équipe, la performance, ça risque d'être un peu difficile. Moi, je partage. Alors, pour moi, l'actionnaire, c'est l'État, mais évidemment, la responsabilité, la RSE est évidemment très prônée par l'État, avec d'ailleurs des entreprises à mission. La gouvernance des entreprises est très fortement portée sur les parties RSE. Aujourd'hui, quand on est membre d'un conseil d'administration, on se rend compte à quel point ces sujets sont fortement portés. Et puis les jeunes, vous donniez l'exemple des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont en quête de sens. Donc en fait, si vous ne leur donnez pas le sens nécessaire, vous allez avoir du mal à les embaucher. Nos clients aussi sont en quête quelque part de sens. Aujourd'hui, quand certains choisissent le train parce qu'il est plus décarboné, eh bien là aussi, c'est un choix de sens. Et enfin, les financeurs nous attendent aussi sur une certaine exemplarité. Donc moi, je suis vraiment convaincue. Alors c'est vrai que l'actionnaire d'État est très fortement engagé sur ce sujet-là. Mais je suis convaincue que c'est la globalité des entreprises aujourd'hui qui sont embarquées. N'en déplaise à Friedman, mais il n'est plus là pour le voir, en fait. Et si je peux rajouter un mot, non pas en tant que société ayant des actionnaires, puisque par construction je n'ai pas, mais en tant qu'investisseur institutionnel, je pense qu'on sera effectivement des moteurs du changement sous deux aspects. D'abord parce qu'on aura des comptes à rendre sur notre politique RSE et la manière dont on investira nos fonds sera de demain déterminante. Et deuxièmement, parce que la régulation va utiliser les institutionnels pour faire basculer les entreprises. Et compte tenu de la masse que représentent les institutionnels dans le financement des entreprises, je pense qu'on aura un rôle pivot à jouer, nous, institutionnels, dans la bascule du modèle. Pour conclure ce petit débat entre nous, je pense à un très grand économiste qui était Albert Hirschman, qui a écrit un livre formidable qui s'appelle Exit, Voice, Loyalty. Et il montre dans ce livre l'importance pour les agents économiques, pour les citoyens, pour les syndicalistes, etc., l'importance de la voice, c'est-à-dire l'importance de proclamer, de dire, de faire pression en disant « ça ne va pas ». Et c'est ce qui explique que la clientèle peut fuir une entreprise dont le comportement n'est pas vertueux. Et je pense que c'est extrêmement important. Et de même, on voit aujourd'hui l'importance pour le recrutement des talents dont vous avez parlé, à quel point ils ne viennent s'insérer dans une entreprise que dans la mesure où ils espèrent, où ils escomptent que cette entreprise est une entreprise vertueuse. Bon, il y a donc la voice, c'est-à-dire le fait de protester, et c'est devenu, et ça deviendra de plus en plus important. Et puis l'exit, c'est tout simplement voter avec ses jambes, c'est-à-dire ne pas venir dans l'entreprise ou ne pas acheter ses produits. Et je pense que c'est ça qui, dans l'avenir, va être décisif. En d'autres termes, bon, toute l'économie politique s'est construite sur une hypothèse fondamentale qui est l'égoïsme des individus. Alors, bon, tout ça s'est construit là-dessus. Et après, la question est de savoir comment il y a conciliation de ces intérêts qui, a priori, devraient mener à la guerre de tous contre tous. En gros, c'est comme ça que s'est construite notre discipline. Ceci dit, c'est une hypothèse fausse, dans la mesure où on sait que les comportements des individus peuvent être construits aussi sur la sympathie. Et d'ailleurs, les fondateurs de la science économique ont en réalité mis l'accent sur ces deux aspects. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même compter sur les comportements égoïstes. Et le problème, c'est bien de trouver les moyens d'amener ces comportements égoïstes vers une situation où, en définitive, la société y trouvera son compte. Et ça, bien sûr, l'État reste fondamental dans la mesure où il permet d'organiser cette coordination des intérêts. Il ne faut pas nécessairement penser à une intervention ponctuelle, ici, là, en tombant dans le bureaucratisme, mais c'est sa tâche de faire converger les intérêts. Bon, je m'arrête ici parce qu'il a mis stop. Vous ne pouvez pas le voir, mais c'est très violent. On a un tout petit moment, 2 minutes, pour quelques questions.
Non. Une. Il faut finir sur la sympathie. Alors on termine sur la sympathie. Merci à tous.